Bonjour à tous. Ouais, pour cette dernière masterclass de l'année, on est très très content d'accueillir Lionel Fournier, avec qui on va partager pendant cette masterclass. Cette masterclass, on l'a voulu autour d'un sujet qui vous préoccupe pas mal, qu'on a beaucoup dans les ateliers et qu'on a eu aussi de manière assez nombreuse dans les onboarding, c'est l'animation de vos équipes. Pas mal d'entre vous nous disent voilà, moi j'ai une feuille de route, j'ai des objectifs, j'ai un plan d'action, mais comment est-ce que j'anime tout ça pour donner le tempo, mettre en musique? Parce que c'est vrai que l'animation de l'équipe, c'est donner cette dynamique, stimuler et donner envie à ces équipes d'y aller. Donc on trouvait ça intéressant pour cette dernière masterclass de faire un focus sur ça. Et justement, alors Lionel va un peu vous expliquer son parcours et puis et ce qu'il fait maintenant. Mais moi j'ai eu la chance de discuter avec lui pour préparer cette masterclass et on se disait que c'était le mentor idoine pour partager avec nous sur ça. Donc peut-être Lionel, qui est donc le directeur région de Harmonie Mutuelle et c'est aussi le président des dirigeants responsables de l'Ouest. Si tu as la gentillesse de devoir te présenter en 2 minutes et nous dire qui tu es. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc Lionel Fournier, j'ai 50 ans, mais ça ne me dit à personne. Ça c'est une dizaine, toujours un peu compliqué. Surtout j'ai 2 enfants, donc comme l'a dit Grégoire, je suis directeur région pour Harmonie Mutuelle. Je suis membre également du comité de direction générale d'Harmonie Mutuelle. Et puis par ailleurs, président de dirigeants responsables de l'Ouest. Je dis par ailleurs, même si pour moi tout est lié. Donc le parcours en 2 minutes, mais j'ai commencé, j'allais dire, au premier niveau d'activité de l'entreprise, puisque j'ai commencé ma carrière en tant que commercial, donc toujours dans le monde de l'assurance et plus particulièrement des mutuelles quasiment. Et puis petit à petit, j'ai pris des responsabilités de management pendant près de 20 ans dans le domaine commercial et aujourd'hui en tant que directeur de région. J'anime l'activité opérationnelle de la mutuelle sur la région qui m'est confiée, avec là des activités transverses. Il y a toujours, bien entendu, la partie commerciale, mais il y a également toute la partie du service client, et puis des fonctions transverses telles que le marketing, la communication, les ressources humaines, le patrimoine. Donc il y a 800 collaborateurs sur la région. Voilà. Et puis, je disais que tout est lié, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de faire en sorte que les entreprises, et en particulier Harmonie Mutuelle, puissent contribuer, j'allais dire, à un futur qui sera vivable demain, et puis qui sera peut-être meilleur. Et je crois beaucoup que les entreprises peuvent être une partie des problèmes, mais aussi surtout une partie des solutions, d'où mon engagement au sein de dirigeants responsables de l'Ouest. Voilà. Ok, bah merci beaucoup Lionel pour cette introduction. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, tu m'as dit en préparant cette masterclass, attention Grégoire, il n'y a pas de potion magique pour animer les équipes. Donc ça, est-ce que peut-être en préambule, tu veux me dire ce que tu souhaites transmettre à nos managers avant toute chose? Oui, je pense que d'abord, c'est vrai qu'on est aujourd'hui euh, soumis à différents intervenants, différentes structures de conseil, etc. On a aussi, on voit tous des TEDx et compagnie, et puis tout un tas de livres qui vous expliquent des recettes magiques. Bon, moi, ce que je pense, c'est que je pense qu'il n'y en a pas. Je pense qu'il y a des méthodes, des manières de faire qui sont adaptées à certaines périodes, qui sont adaptées avec certaines équipes, qui sont adaptées à certaines situations, mais que la capacité qu'ont certains à avoir les recettes magiques et qui s'appliqueraient partout, moi j'y crois absolument pas. Je pense que même si c'est pas simple de manager, il faut avoir, je pense, la capacité à se faire sa propre opinion de la situation et à choisir ses chemins à soi, quitte à devoir les réadapter quand on se rend compte que c'est pas tout à fait la bonne solution. Mais je pense qu'avant tout, plutôt que de faire confiance à des gourous ou à des gens qui ont toutes les solutions, il faut se faire confiance à soi. Voilà. Ok,
Super. Donc chaque situation a sa propre réponse. Et tu disais l'importance justement de comprendre cette situation et l'importance justement de cette culture d'équipe. Alors qu'est-ce que tu mets toi derrière cette culture d'équipe? C'est quoi pour toi? Alors, pour comprendre la situation, d'abord, enfin, pour être très clair, hein, s'il faut parler un tout petit peu de mon parcours, dans un premier temps, j'ai essayé de comprendre les situations avec les moyens du bord. Je n'avais pas forcément, au départ, quand je me suis lancé dans le… Enfin, quand on m'a mis en poste en responsabilité managériale, pas particulièrement de formation pour cela. Donc, ça a été avant tout, je pense, une capacité d'écoute. Je pense qu'il faut entendre, écouter. Euh, on peut toujours progresser sur le sujet, mais je pense qu'il faut le faire. Ensuite, j'ai une formation commerciale, justement, enfin une formation managériale, pardon, qui m'a permis justement d'être plus dans le dialogue et d'améliorer la capacité d'écoute avec les collaborateurs. Ça, c'est important. Et au-delà de ça, je pense que ça fait plus d'un siècle, et en particulier les 50 dernières années, que la sociologie des organisations travaille sur le sujet. Et je pense que là, ce sont des recherches dont on peut franchement s'inspirer et il y a pas mal de choses à découvrir et à lire et à aller se former pour être outillé pour justement de comprendre les situations. Et justement, dans le cadre de la sociologie des organisations, il y a un certain nombre de sociologues qui ont travaillé, je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, sur la question de la culture entreprise. Ce que je veux dire par là, c'est que la culture, la manière de réagir, les ressorts de chaque équipe et de chaque entreprise peuvent être différents, ils peuvent même changer en fonction du temps, donc c'est compliqué. Donc je pense que pouvoir agir et pouvoir manager, parce que finalement, manager, c'est quoi? Je vais le résumer assez simplement, c'est d'obtenir d'une équipe ce qu'on souhaite obtenir. Ah ben, sauf que chaque équipe a des points de sensibilité, des leviers, et au contraire des freins, qui vont être très particuliers à chaque équipe. Et si on ne comprend pas ces leviers et ces freins, on risque de travailler un peu dans le vide et de ne pas obtenir du tout ce qu'on souhaite obtenir et de ne pas comprendre pourquoi on ne l'obtient pas. Alors, si tu veux des ça pour exemples, toi, non, enfin c'est même dans cette notion. Oui, enfin je suis ravi de prendre tes exemples. Mais alors ça, ce sont les fondamentaux pour toi de la culture de l'équipe. Et est-ce qu'une culture d'équipe, ça doit être un copier-coller de la culture de l'entreprise? Est-ce que c'est la même chose pour qu'on voit bien la différence? Non, non, c'est pas forcément la même chose, hein. D'autant plus qu'on vit tous des entreprises qui ont été le fruit de fusion, de recomposition. On peut être dans des entreprises aussi très éclatées sur le plan géographique, de taille importante. Donc là, on peut avoir des cultures d'entreprise, des cultures d'équipe, qui même sur des sites, c'est des cultures métiers aussi, hein, qui peuvent être très marquées et très différentes, hein. Par exemple, il y a des métiers dans lesquels le savoir-faire professionnel est très très important. Enfin, bon, je ne suis pas dans un hôpital, mais j'imagine qu'on ne va pas, au sein d'un hôpital, manager de la même manière les médecins et les infirmiers qui ont des cultures professionnelles hyper importantes, des équipes administratives. On ne va pas avoir du tout les mêmes manières de fonctionner. Moi, dans mon activité, allez, pour schématiser les choses, on ne va pas parler et on ne va pas manager de la même manière, on ne va pas utiliser les mêmes leviers entre une équipe de commerciaux et les équipes qui rendent le service aux clients, vont verser des prestations, ou une équipe de comptables. On ne va pas du tout avoir les mêmes attentes et les mêmes ressorts. Alors, toi, tu me disais que cette culture d'entreprise, donc tu disais, pour la comprendre, c'est la première chose, c'est l'écoute, écouter son équipe. Toi, c'est quoi tes autres conseils pour que nos managers puissent déjà comprendre la culture de leur équipe, soit qui est déjà en place ou qui sont en train de reprendre ou dans lesquelles ils arrivent. Donc, on écoute ses collaborateurs. On fait quoi d'autre? On écoute ses collaborateurs, on peut faire des déductions. Je pense je vais vous donner des exemples, hein, mais des déductions sur ce qu'on a compris. Et à partir de là, ça veut dire, tiens, j'ai cru comprendre que voilà, ils étaient attachés à telle ou telle chose. Et ben, je vais essayer de voir si en actionnant le levier, ça marche. Et puis regarder les choses avec lucidité, hein, c'est-à-dire qu'il faut regarder les choses telles qu'elles sont et non pas telles qu'on voudrait qu'elles soient. Je vais prendre deux exemples. C'est vrai que une des premières équipes que j'ai eu à manager, c'était une équipe qui était hyper conquérante. Enfin, voilà, c'était une équipe commerciale
Voilà, en plus c'était dans un département avec une forte identité, hein, c'était en Vendée. Voilà, ils représentaient l'étiquette Mutuelle de Vendée, donc pour eux c'était quasiment un combat culturel et il fallait que tous les Vendéens adhèrent à la mutuelle. Enfin voilà, je vous fais court. Et je voyais bien que voilà, il n'y avait pas vraiment à les pousser à avoir de la dynamique et l'énergie pour aller convaincre. Euh, voilà. Par contre, on pouvait améliorer. C'est vrai que du coup, ils avaient l'impression que rien qu'en parlant du produit et de la mutuelle, tout le monde y venait, sauf que tout le monde n'était pas forcément d'être Mm. convaincu. Donc, on pouvait améliorer la démarche commerciale. Mais là, eux, pour améliorer la démarche commerciale et leur donner envie de structurer leur démarche commerciale, il suffisait de leur dire qu'ils allaient vendre plus et qu'ils allaient pouvoir convaincre plus de personnes. Alors après, il fallait montrer que ça marche, hein, parce que si vous leur prometiez ça, il y avait intérêt à ce que, de livrer la promesse. Puis après, j'ai eu un autre département, enfin, une autre équipe, qui était sur un département avec une culture, une histoire mutuelle complètement différente, où là, les équipes de commercial, on dirait c'est mal parti au début, mais eux, ils ne voulaient pas vendre. Pour eux, vendre, c'était mal. Bon, c'est pas bien pour les commerciaux. Ah ben non, c'est pas pratique, c'est pas très pratique. Et pourtant, là, l'entreprise, moi, me demandait à ce que les résultats progressent et voire progressent beaucoup et rapidement. Donc, bon, quand on arrive, on se dit tiens, c'est pas gagné. En fait, par contre, en les écoutant, j'avais cru comprendre qu'en fait, ils voulaient enfin, ils se mettaient dans une posture, ils voulaient absolument conseiller et que alors, ils expliquaient tout au client, voilà, et puis après, c'était au client de choisir et de se décider. Et moi, je pense que dans certains domaines, et le nôtre en fait partie, pour un client, faire le choix, en plus, c'est quand même des sujets quand même pas très marrants. On va payer au cas où il arriverait quelque chose de grave, donc c'est des trucs pas très faciles à envisager et pas très fun. Donc, de Mm. temps en temps, je pense qu'on a un peu besoin à ce que le conseiller puisse vraiment bien insister sur les difficultés et aide à la prise de décision. Et voilà. Et en fait, l'idée, c'est de leur faire comprendre que quand ils avaient conseillé, mais que le client ne s'était pas protégé, le jour où il arrivait un problème, qu'il le veuille ou pas, si jamais il l'apprenait et que la personne était en une situation financière très compliquée, ils avaient quand même qu'à moitié l'impression d'avoir fait le job. Et qu'ils se sentiraient mieux quand même si il arrivait quelque chose, la personne était protégée. Est allé jusqu'au bout, donc avait signé, et que leur métier, c'était aussi d'accompagner à la prise de décision. Après que le client finisse par décider que non, il ne se protégerait pas, je veux dire, à un moment donné, leur responsabilité s'arrêtait. Et par contre, arriver à une prise de décision et pas rester sur un oui, bon, ben, je vais réfléchir, je vais en parler à mon cheval, ça faisait partie de leur job. Et quand on a compris ça, et là, on voyait bien que j'étais dans l'idée qu'ils étaient là pour avant tout bien faire les choses vis-à-vis du client et faire le boulot, et ben ça, c'était un vrai levier. Et donc, en fait, il faut essayer d'être attentif, voir les mots qui sont utilisés, et puis à partir de là, donc je leur ai présenté la même méthode commerciale, mais de manière complètement Mm. différente pour des objectifs complètement différents. Je n'aurais surtout pas dit qu'ils allaient vendre plus. J'aurais dit qu'ils allaient mieux accompagner la prise de décision du client et mieux faire en sorte que toutes les fois où le client avait un vrai besoin, il sera en capacité de décider si l'acheter ou pas. Et pour faire ce diagnostic et avancer avec eux et faire évoluer cette culture, toi, tu étais sur le terrain, tu prenais des appels avec eux, enfin, comment tu faisais concrètement? Alors, il y a deux choses. Ouais, enfin, d'une part, c'est vrai que ce diagnostic, il s'est fait avant tout lors des réunions d'équipe, hein. C'est quand même super intéressant là de voir comment les gens s'expriment, comment ça interagit, qui sont les leaders, quels sont les mots qui reviennent et qui sont employés, parce qu'une culture d'équipe, forcément, ça s'exprime beaucoup dans des réunions collectives. Après, cette importance d'être sur le terrain. euh, alors, c'est au-delà de la culture d'équipe, d'identifier la culture d'équipe, c'est surtout pour faire en sorte que les choses se mettent en place. Je pense qu'il y a un Ok. truc que j'ai fini par comprendre assez vite quand même, parce que c'est qu'il ne suffit pas de décider, il ne suffit pas de se mettre d'accord sur un certain nombre de choses. Après, ça commence là, et ce qui est compliqué après, c'est l'implémentation et la mise en œuvre. Donc il y a tout intérêt à être au plus près du terrain. D'abord, euh, pour montrer aux équipes, aux équipes qu'on est capable aussi de mettre en œuvre ce qu'on leur demande de mettre en œuvre. Quand on peut, c'est quand même plutôt pas mal. Hein, sur la démarche commerciale, il m'est arrivé, hein, j'accompagnais les commerciaux. Alors quelquefois c'était eux qui menaient l'entretien, moi j'étais juste là, non pas pour intervenir, hein, mais pour derrière
débriefer, mettre en valeur ce qui avait bien fonctionné et puis voir ce qu'on pouvait améliorer. Puis il y a des fois où c'est moi qui m'y collais. Voilà. Pour leur montrer que voilà, moi aussi, hein, j'y croyais et que j'étais en capacité de mettre en œuvre. C'était pas toujours parfait, mais j'essayais de structurer et au maximum. Et puis je pense qu'après, moi je continue à le faire, hein, évidemment. Aujourd'hui, je suis plus là pour accompagner les équipes sur une mise en œuvre concrète. Par contre, même les équipes de terrain, j'aime bien régulièrement aller les voir, écouter, être en contact avec les réalités de ce qu'ils peuvent faire, les voir dans la réalité de nos méthodes, de nos produits, de nos outils qu'on leur met à disposition pour bien comprendre quelle est leur réalité de terrain et quelle est leur réalité quotidienne. Ça me permet derrière, quand on discute au comité de direction générale, de bien avoir les pieds sur terre. Voilà. Ok, super. Avant qu'on parle, alors, tu m'as parlé un peu de l'héritage et j'aimerais bien qu'on en rediscute. Et je crois qu'il y a une histoire de singe aussi dont on avait parlé, qui se prenait des douches. Et j'aimerais bien qu'on en discute cette expérimentation. Je vais donner la parole à Perle parce que comme on le fait depuis 2 masterclass maintenant, on ponctue les interventions de nos mentors de quelques outils un peu pratico-pratiques. Et Perle va un peu on a fait quelques recherches sur la culture d'entreprise. C'est quoi les grands 5 piliers qu'il faut que vous définissiez pour avancer? Donc Perle, je te laisse la parole. Yes, merci Grégoire. On voit ton écran. C'est bon, tout le monde voit mon écran? Tout à fait. Donc en fait, tout à fait, on parlait culture d'entreprise et même pour préparer cette masterclass, quand on a échangé avec Lionel Fournier, c'était vraiment en quoi la sociologie des organisations a permis d'identifier tous ces marqueurs de la culture d'entreprise. Après, je vais vous proposer différentes références, d'ailleurs, qui m'ont été proposées par Lionel Fournier. En fait, je pense qu'en tant que manager, finalement, ce sujet de cette culture et du travail que font aujourd'hui les sociologues, finalement, on devrait peut-être s'y pencher un petit peu. 5 items qui ressortent principalement de la partie culture d'entreprise que moi j'ai pu récupérer sur les travaux menés entre autres par l'Université de Versailles sur le sujet qui concatène plusieurs ouvrages. La première, c'est la tradition. On a parlé en effet qu'une entreprise, une équipe a une histoire. Elle s'ancre dans une genèse avec des événements fondateurs. Il y a des grandes traditions dans vos équipes avec ces grands leaders, avec des grandes phases de restructuration, etc. Donc ça, c'est vraiment partie. C'est le premier pilier de cette culture. Deuxièmement, il y a votre métier. Et quand on parle de votre métier, on ne parle pas forcément que de votre métier de commercial, on va parler de votre métier par rapport à votre activité, on va parler de votre métier par rapport à ce que vous savez vraiment faire, et on va parler de votre activité par rapport à la façon que vous avez de le faire. Donc il y a vraiment 3 notions pour identifier finalement quels sont nos métiers, nous, dans notre équipe. Troisième pilier, tout ce qui est vos valeurs. Donc là, dans la littérature, on identifie 3 types de valeurs. Les valeurs qui sont déclarées, donc ça c'est un peu votre baseline. D'ailleurs, c'est très à la mode en ce moment dans les entreprises de retravailler sur les valeurs, de redéfinir les grandes valeurs. Ok, ça c'est la baseline d'entreprise. Après, il y a des valeurs apparentes, donc c'est-à-dire celles qu'on n'a pas forcément exprimées, mais qui font partie de notre ADN. On le vit au quotidien, on le vit tous les jours. Pour le coup, là, c'est des fois plus la description de vos valeurs d'entreprise dans vos valeurs d'équipe. Et après, il y a les valeurs opérationnelles. C'est vraiment vos savoir-être quotidiens qui sont dans vos équipes et qui se transmettent dans vos actions quotidiennes. Pareil, bien faire attention à tout ce qui est interne dans votre entreprise, dans votre organisation. Et il y a aussi vos valeurs externes. Typiquement, moi, je parle entre autres aux personnes qui vont avoir beaucoup de relations avec l'externe, du service client, de l'accompagnement, tout ce qui est aussi product manager, etc., product owner. Vraiment, vous pouvez avoir des valeurs qui sont prônées à l'externe, qui ne sont pas forcément vos valeurs internes. C'est juste parce que vous avez un métier qui est orienté client. Donc ça, c'est un pavé et de bien différencier différents types de valeurs. Et les valeurs baseline de votre entreprise ne sont pas forcément uniquement vos valeurs d'équipe. Et vos valeurs d'équipe doivent reposer sur des choses différentes parce que votre métier est différent. 4e pilier, tout ce qui est rituel. Et là, quand on parle de rituel, on parle bien de quelles sont toutes ces petites activités que vous pratiquez tous les jours, vos rituels managériaux, vos petites réunions programmées, les réunions, moi j'ai par exemple les réunions d'équipe du lundi, le repas de Noël, le repas d'équipe une fois par mois. Tous ces points-là qui finalement sont rentrés dans votre quotidien. Est-ce qu'on mange ensemble le midi ou pas? Est-ce que chacun se débrouille pour manger? Tout ça aussi fait partie de cette culture d'équipe. Et enfin, les symboles.
Les symboles, on est plus sur qu'est-ce qui nous définit, nous, en tant qu'équipe. On est dans une start-up, est-ce qu'on a tous des baskets, pour reprendre un petit peu le côté start-upper? Est-ce que, justement, la signalétique, on est dans un open space, on est chacun dans des bureaux, les logos, votre environnement de travail, votre baby-foot, donc là, c'est vraiment vos symboles d'équipe. Tous ces points-là, ce qui est très intéressant, c'est que vous pouvez les retrouver à la fois. Alors, pour ceux qui sont un peu, je sais que chez vous, il y en a qui ne lisent pas beaucoup. Il y en a qui, du coup, il y a tout ce qu'il y a sur Welcome to the Jingle. Donc, vous avez un article vraiment très bien fait sur le sujet. Vous avez 2 livres qui m'ont été conseillés par Lionel Fournier. Voilà, tout à fait. Qui sont Les mondes sociaux d'entreprise par Florence Hosty. Alors, c'est un livre un peu ancien qui part d'une étude qui a été faite en 90, mais qui balaye vraiment tous les aspects des différents niveaux d'entreprise et tout l'impact de la sociologie. Et je vous invite vraiment, vous, en tant que manager, à vous poser ces questions-là. Quelle est l'organisation sociale dans laquelle j'évolue aujourd'hui? Et quel est l'impact sur mon équipe et comment moi, je dois du coup prendre ça en compte pour manager? Deuxième petit livre que je vous conseille aussi, qui m'a été conseillé par Lionel, c'est vraiment La faillite de la pensée managériale de François Dupuis, qui, de manière très, vient rompre un petit peu sur on a écrit des grandes baselines managériales et il y a une seule ligne directrice aujourd'hui, entreprise libérée, etc. Là, c'est vraiment en fait comment le fait de rentrer dans les stéréotypes managériaux finalement vient casser la créativité de vos équipes et surtout le fait qu'il n'y a pas qu'une seule culture. Il y a plusieurs cultures, c'est à vous et à votre équipe de l'extérioriser et de la vivre au quotidien. Donc vraiment, c'est ces 2 livres-là qui font référence, que Lionel a pu du coup nous partager, lui, dans sa petite... ces petits livres de chevet bien pensés sur la sociologie. Cette bibliographie. Tout à fait. Les livres de chevet de Lionel. Merci Exactement. beaucoup, Père. Donc vraiment, on a vu avec Lionel la manière de faire, cette notion d'écoute, d'être sur le terrain, vraiment de beaucoup discuter, d'identifier les mots. Là, avec Perle, c'est vrai qu'on a vu ces 5 grands piliers qu'il faut que vous mappiez bien pour avoir... définir votre culture d'entreprise et d'équipe, parce que les deux sont liés. Il y avait, je trouve qu'il y a quelque chose, et je voudrais revenir dessus, Lionel, parce que je trouve qu'on met trop souvent de côté, c'est cette notion d'héritage. Je trouve que quand on est manager, et notamment middle manager, on arrive avec des entreprises et des cultures qui ont des héritages. Alors, tu m'avais parlé d'une expérimentation faite auprès de singes pour illustrer ton propos. Je ne sais pas si tu te lances. J'ai essayé de trouver une vidéo pour la montrer, mais ça passe pas sur Zoom. Tu veux l'expliquer en 2 mots et puis peut-être dire à nos managers un peu toi ce que tu as vécu. Tu nous as parlé de ces Vendéens, mais il me semble que tu as vécu pas mal de fusions. Et peut-être en 2 mots, avant qu'on passe à la seconde partie de la masterclass, nous dire un petit mot sur ces héritages et comment les recevoir et les prendre. Oui, alors en fait, ce à quoi tu fais allusion, Grégoire, c'est une expérimentation qui m'a été racontée, je crois, par Pascal Pic, qui est un paléo-anthropologue. Je vous incite là aussi à regarder ses vidéos et à lire ses livres. C'est très bien fait, très bien documenté. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire, super intéressant, parce que même la paléo-anthropologie, finalement, on se rend compte que ça peut nous servir, y compris pour envisager le futur. Voilà. Et en plus, le type est tout à fait sympathique et drôle. Donc, Pascal Pic, P-I-C-Q, n'hésitez pas. Alors, l'histoire, elle est la suivante. En fait, il y a une étude, alors je crois que pourtant avoir vu des vidéos, il me semble, une étude qui avait été menée auprès d'une population de chimpanzés qui ont beaucoup de comportements sont très semblables à l'homme. Et en fait, là, alors c'est pas très sympa pour les chimpanzés, mais c'est pas très grave non plus. Donc, en fait, l'idée c'était de mettre dans une pièce une troupe de chimpanzés. Et alors, il y avait une banane qui était au plafond. Et quand on allait, alors évidemment, ils se sont débrouillés pour aller chercher la banane, ils sont aidés donc, pour faire en sorte qu'ils puissent aller attraper la banane. Et dès que la banane était décrochée, il y avait un sprinkler, ou je ne sais pas trop quoi, qui l'arrosait avec de l'eau froide, donc c'était tout à fait désagréable. Ensuite, donc, ils ont fait rentrer dedans un singe nouveau, un chimpanzé, et celui-là a vu la banane, il a commencé à vouloir essayer d'attraper, et les autres lui sont tombés dessus en lui faisant comprendre qu'il n'était surtout pas question d'aller chercher cette banane. Et donc ils ont renouvelé l'opération, et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun singe qui n'avait reçu de l'eau. C'est-à-dire que comme à chaque fois ils allaient choper le singe avant qu'il puisse aller attraper la banane, au bout d'un moment, il n'y avait plus personne qui avait reçu de l'eau. N'empêche qu'ils continuaient à perpétuer ce rituel.
Voilà. On ne savait plus pourquoi il ne fallait pas aller chercher la banane. Moi, on avait compris qu'il ne fallait pas aller chercher. Et effectivement, et c'est pour ça que quelquefois, c'est un peu compliqué, parce qu'on a des cultures d'équipe. Alors, on dit, tiens, on va renouveler les collaborateurs. Alors, à moins de les renouveler tous en même temps, mais on sait bien que ce n'est pas possible. C'est pour ça que vous pouvez faire venir des collaborateurs avec des personnalités très différentes, mais on se rend compte quand même que l'être humain étant fait de cette façon, il a besoin de relations sociales, et qu'une manière d'avoir la relation sociale, c'est aussi de se fondre et de prendre un certain nombre de codes et de réflexes du milieu dans lequel on est. Voilà. Et c'est assez marrant, quoi, parce que il y a des équipes que je connais enfin, depuis 20 ans qui ont été considérablement renouvelées, mais il reste quelque chose à chaque fois de l'état d'esprit qu'on pouvait percevoir il y a 15 ou 20 ans. Voilà. Donc toi, vraiment 15 ou 20 ans, c'est vraiment, donc ça peut s'ancrer quand même vraiment dans la durée, ces héritages bons ou mauvais, quoi. Oui, mais on parle d'équipe, mais c'est pareil. Hein, vous voyez bien qu'en fonction des régions, là, je pense qu'il y a des gens de la France entière, on voit bien qu'il y a des comportements régionaux, il y a des cultures régionales. Quand vous regardez par exemple une carte électorale en France, même aujourd'hui, on voit bien qu'en fonction des régions, il y a des. Alors, quelquefois, ça se transforme, c'est plus tout à fait le même parti politique, mais il y a des certaines tendances. Hein. On sait bien qu'à l'ouest, on ne va pas voter complètement pareil que dans le sud-est ou dans le nord-est. Voilà. Et là aussi, quand on regarde, il y a quand même pas mal de brassage de population, mais il se trouve que quand on arrive dans une région, ou comme quand on arrive dans une équipe, il y a une part de nous qui fait qu'on va s'adapter à ce que disent à ce que pensent, à la manière au code, quelquefois qui ne sont pas du tout exprimés, mais qui sont simplement intégrés et ressentis, ou ressentis et intégrés de l'environnement dans lequel on est. Hein. Ok, intéressant. On parle de ces cultures d'équipe là pour bien animer. On a eu pas mal dans les ateliers des personnes qui faisaient des onboarding pour accueillir des nouveaux collaborateurs. Donc en général, on était sur des équipes entre 5 et une vingtaine de personnes. Et la question se posait que est-ce que c'est aux nouveaux collaborateurs entrants de se plier à la culture de l'entreprise, à la culture de l'équipe, pardon, ou est-ce que c'est la culture de l'équipe qui est une somme d'individualité qui doit évoluer à chaque fois qu'un nouvel arrivant rentre? Tu vois ce que je veux dire? Comment nos managers doivent prendre ça? Ouais. Je ne sais pas si c'est intéressant de prendre une décision sur le sujet, parce que je pense qu'on peut toujours décider ce qu'on veut. Il va aussi se passer ce qui pourra se passer. Donc, bon, après, rien n'empêche de se dire, voilà ce qu'on voudrait. Si on fait rentrer quelqu'un dans l'équipe, c'est aussi, bon, en fait, il y a un poste effectivement à pourvoir, mais on va essayer de choisir la personne qui va peut-être porter des ingrédients, des évolutions, des mutations qu'on aimerait bien prendre l'équipe. Enfin, qu'adopte l'éthique, hein, typiquement, enfin, je sais pas, je prends un exemple. On est en pleine mutation, toutes les entreprises sont en pleine mutation digitale. Si vous avez quelqu'un qui est un peu plus porté sur le sujet et qui va peut-être montrer aux autres comment il fait ou naturellement prendre les mutations facilement, bon, ok. Après, le tout, c'est comment on fait en sorte que cette personne-là, finalement, se mette pas au diapason en disant, oh là là, il vaut mieux pas que j'y aille parce que je vois que c'est compliqué. Donc c'est très subtil cette affaire-là. Hein. Et il faut à la fois faire en sorte que la personne soit en capacité de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas non plus que cette nouvelle personne soit vécue comme un peu arrogante et venant changer les autres, parce que ça ne le fera pas. Donc voilà, je pense qu'il faut, et il y a sûrement quelque chose qu'il faut arriver qui me paraît important, au moins installer progressivement dans les entreprises, c'est au moins une culture de la diversité et de faire en sorte que les gens acceptent cette diversité et que cette diversité-là puisse s'exprimer. Voilà, il faut créer un cadre favorable à l'expression des diversités, parce que je pense que c'est le meilleur moyen probablement de faire évoluer progressivement des cultures d'entreprise. Et ça j'y crois plus. Et puis quand vous avez créé les conditions favorables de l'expression diversité, hein, ça veut dire tout bêtement, hein, pendant les réunions, quand les gens ont des choses à dire, ils doivent pouvoir le dire, leur donner aussi la possibilité de s'exprimer
sur des missions qui ne sont pas forcément des missions professionnelles, hein, bénévolat de compétences, etc. Faire en sorte aussi, et ça c'est pas simple, qu'on prenne l'habitude aussi de ne pas recruter toujours les mêmes personnes. Et ça, il y a du travail. Parce voilà, même en se disant on ne discrimine pas et compagnie, non, on ne discrimine pas, sauf que le résultat, c'est toujours les mêmes personnes qui sont recrutées. Donc c'est un peu compliqué, hein, parce que là, on attaque des biais cognitifs, hein, qui fait que notre cerveau, sans s'en rendre compte, il va plutôt être plus à l'aise avec des gens qui sont que des gens qui sont complètement différents. Donc voilà, ça c'est de la formation en particulier pour ceux qui vont recruter, hein, donc les équipes RH et les managers. Et puis essayer de promouvoir le fait que les gens vieux, jeunes, noirs, verts, enfin, de quelles que soient les origines, ont des choses à dire et que ça doit être respecté. Ça, je pense que ça c'est jouable. Et puis après, voilà, il se passe ce qui se passe dans les équipes. Ok. Super intéressant. Ok, top. Avant qu'on passe à la partie suivante sur l'importance du leadership pour bien animer, peut-être Perle, je voudrais te passer la parole. Tu m'avais dit avoir préparé quelques outils justement d'ateliers qu'on pouvait faire avec son équipe pour bien identifier et partager cette culture. Tu pourrais nous les partager, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, hop. Vous voyez mon écran. Alors moi du coup je me suis plutôt penchée sur. Alors c'est plutôt un exemple d'atelier que en fait moi-même j'ai pu mener dans mon équipe quand j'étais au sein de Système U. En fait, j'aime beaucoup l'idée que Lionel dit. En effet, une culture déjà ça doit s'exprimer dans le temps et il faut arriver à la faire émerger. Et Lionel a dit tout à l'heure un truc qui m'a un peu marqué, c'est vraiment les mots utilisés ont leur importance. Et du coup, cet atelier-là que je vous propose, alors c'est une proposition, il se déroule en plusieurs phases. L'objectif, c'est arriver à travailler ensemble sur le sujet de la culture d'entreprise, qui n'est pas forcément évidente et sur lequel moi j'ai beaucoup de questions en atelier qui sont concrètement qu'est-ce que je dois faire. Donc, une proposition, c'est un atelier qui dure à peu près 1h à 1h30. C'est d'avoir une première phase d'idéation qui dure à peu près 20 minutes. Vous écrivez dans les 4 coins de votre salle 4 grands thèmes qui sont 1. Quels sont nos rituels, nos symboles d'équipe, avec la définition de qu'est-ce qu'un rituel, qu'est-ce qu'un symbole. 2. Quelles sont nos valeurs et quelles sont nos normes. Qu'est-ce qui fait qu'on se définit, nous, en équipe. 3e question, quels sont les événements marquants de notre histoire. Et 4e, quelles sont les spécificités de nos métiers. Ne pas hésiter à appuyer du coup sur nos métiers, nos savoir-faire et leurs spécificités. Vous divisez votre équipe en 4 et ils font des rotations sur 5 minutes. Et c'est vraiment post-it. Et là, ce qui est important, c'est qu'ils vont exprimer avec leurs mots quels sont leurs rituels, quelles sont les valeurs. Et ils vont se poser vraiment la question. Et là, pour le coup, il n'y a pas de reformulation. Laissez-les exprimer avec leurs mots ces sujets-là. Dans la dernière phase, la dernière équipe qui se retrouve dans le tableau où il y a du coup plein de post-it issus de tous les groupes, il va proposer une synthèse. Je finis mon tour, je finis sur les spécificités de nos métiers. Et du coup, je prends la parole vraiment 3 minutes. Je fais une synthèse de ce que toute l'équipe a écrit sur le thème des spécificités métiers. Ça va être toute la phase de convergence. On va voir qu'est-ce qui a été émané vraiment de notre équipe sur ces 4 sujets. Puis après, une 3e phase qui est vraiment la phase de création collective. Où là, vous prenez 2 paperboards, vous écrivez valeurs, rituels, symboles. Et vous synchronisez ensemble pour pouvoir savoir quelles sont nos valeurs, nous, d'équipe, quels sont les rituels sur lesquels on s'accorde et quels sont les symboles sur lesquels on s'accorde. Et surtout de bien demander à chacun d'imager ces exemples. Très concrètement, si on écrit la bienveillance, ça veut dire plein de choses, la bienveillance. Si on écrit l'engagement, est-ce que l'engagement, c'est quand quelqu'un n'est pas là, je le remplace direct. Prenez vraiment des exemples du quotidien qui illustrent, qui imagent vraiment les rituels, les symboles, les valeurs. Et après, potentiellement, écrire une trace, soit en support visuel, soit autre, et bien l'inclure dans l'onboarding. On a reparlé d'onboarding. Pour le coup, c'est vrai que quand on arrive dans une entreprise, on peut être un peu perdu. Et sur la dernière masterclass, Ludovic Girondeau avait bien précisé, pour mettre la personne dans un cadre rassurant, ne pas hésiter à lui communiquer en amont quels sont vos rituels, quels sont vos symboles, quelles sont vos valeurs. Nous, tu vois, on mange ensemble le midi, tu verras, il y a une cafétéria, donc tu n'as pas besoin d'amener ton repas. Nous, on est plutôt décontractés. Par contre, quand on va en call client, c'est chemise obligatoire. C'est des petites choses, mais ça peut être important de le rappeler pour mettre la personne en bonne condition, parce que si vous l'avez onboardé, c'est que vous le voulez dans votre équipe. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Si vous vous souvenez, c'était un petit peu la phrase finale de notre dernière masterclass. Donc, n'hésitez pas à lui donner ces tips-là et vous d'exprimer ponctuellement cette culture d'entreprise. Et vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est que ça évolue dans le temps. Ça va évoluer avec les gens qui rentrent, les gens qui sortent, avec votre organisation globale qui va être mouvante.
cette culture, il ne faut pas hésiter à faire des petits focus. Il y a des petits ateliers comme ça. Puis après, à la faire évoluer. Et quand vous sentez qu'il y a peut-être besoin de se rappeler qu'est-ce qui fonde notre équipe et ce sur quoi on se base, à refaire des exercices comme ça très participatifs. Parce que la culture, ça doit émaner du groupe. Ce n'est pas vous qui imposez une culture. Ça émane du collectif. Voilà pour le petit exemple d'atelier. Merci beaucoup, Perle. Super pratique et rapidement applicable, c'est chouette. On va passer à la seconde phase de la masterclass, Lionel, où tu m'avais pas mal parlé du leadership. Et je rappelle à tous les managers qui sont en ligne, il y aura pas mal de minutes en fin de masterclass où en fait on a récolté pas mal de vos questions, très très pratico-pratiques, comment j'anime quand il y a une personnalité dans mon équipe qui est un peu rebelle. Comment je célèbre ou pas les choses pour animer mon équipe sans créer des fins de cycle trop importantes. Donc, je vous propose de poser vos questions dans le chat ou de me les envoyer en message perso et puis on les traitera avec Lionel. Donc, Lionel, tu me disais l'importance animer son équipe. Donc, on a vu l'importance de la culture, de la comprendre, de la partager, de la créer ensemble. Et toi, tu me disais, à un moment, quand on est manager, bien animé, c'est aussi être un bon leader et le dire. Toi, qu'est-ce que tu voulais partager avec les managers Up Together à ce sujet? En fait, alors c'est sûr que la culture d'entreprise est importante. Maintenant, il faut faire le lien entre cette culture d'entreprise-là et le contexte dans lequel on est. Quand je parle de contexte, l'entreprise, son marché, ses enjeux, etc. Et je pense que quand on est manager, on doit forcément être un peu leader. Et ce que j'appelle le leader, je vais faire simple, c'est déjà une chose, c'est avoir une vision personnelle de la mission qu'on a à remplir. Et quand je dis de la mission, c'est de la mission, puisqu'on est responsable d'une équipe, qu'on a soi personnellement et que son équipe doit avoir. C'est-à-dire comment mon équipe, comment moi, je contribue à ce qu'attend de moi l'entreprise. Mais je pense que être leader, c'est avoir une interprétation personnelle de ce qu'attend l'entreprise de vous. Enfin, voilà. Okay. Je pense qu'on doit vraiment l'incarner, quoi. L'incarner et voire même peut-être avoir quelques nuances. Enfin, moi, je pense que c'est avoir sa propre vision, comprendre pourquoi l'entreprise attend cela de vous, quel sens vous donnez à ça. Et il ne s'agit pas de reprendre des éléments de langage ou des points de discours et le ressortir. Enfin, je crois que ça doit être un peu plus profond que ça. Et quitte même quelquefois à être en capacité d'exprimer des points sur lesquels on est moins à l'aise. Enfin, je pense qu'on doit aussi, même si c'est pas toujours facile à faire, il faut le faire au bon moment, au bon escient, etc. Mais je pense qu'il faut avoir une vision personnelle, en tout cas, de votre mission et de la mission d'équipe. Donc ça me paraît être le premier point. Et si possible que cette vision-là, vous puissiez la raccrocher à des choses qui dépassent peut-être le business et qui puissent aller jusqu'au rôle, la mission que peut jouer l'entreprise dans une société. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'attendent les gens et que plus vous êtes en capacité d'interpréter sur cette aune-là, mieux ça vaudra. Voilà, ça vous donnera des vrais leviers pour mobiliser les acteurs. Et puis effectivement, être leader, c'est être capable de donner à voir, de partager ce sens. On parle beaucoup de sens. C'est vrai, quelquefois, c'est peut-être un peu creux, mais aller expliquer pourquoi on doit faire les choses, je pense que ça, c'est absolument essentiel. Il faut pouvoir le faire, tout en étant aussi sur l'exercice à avoir, en étant en capacité d'entendre des gens qui, dans votre équipe, ne voient pas tout à fait les mêmes choses. Mais ça, c'est important de dire. Et tu disais, Lionel, cette importance de donner à voir. T'entends quoi par donner à voir? Ça veut dire que ce sont des prises de parole, c'est vraiment affirmer les choses de manière claire auprès de son équipe à la fin d'un nouveau cycle. On arrive en début d'année 2020. Tu vois, par quoi ça passe concrètement? Par quoi ça passe concrètement?
Là, encore une fois, c'est ma vision. Peut-être qu'il y a d'autres qui pratiquent de manière complètement différente et ça marche peut-être aussi bien, voire mieux. J'en sais rien. En tout cas, voilà, je donne un exemple précis. Au niveau d'harmonie mutuelle, on a, comment dire, on a défini, alors c'est peut-être pas encore la raison d'être, même si on y avance, mais c'est au moins quelque chose qui nourrit la plateforme de marque, et au-delà de la plateforme de marque, qui doit nourrir le sens qu'on donne à notre travail. Euh, et ça s'est résumé par une formule qui s'appelle avançon collectif, hein, et sur laquelle on décline. Voilà. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on s'est dit, on ne va pas simplement dire avançon collectif, on envoie les éléments de langage et compagnie. On a fait une réunion il y a 15 jours avec l'ensemble des managers de la région, donc il y avait une centaine de personnes. Et là, on s'est dit, mais finalement, le avançon collectif, comment ça se traduit chez nous? Et là, on a demandé à 7 ou 8 managers, qui n'ont peut-être pas forcément l'habitude de prendre la parole à ce niveau-là, on leur a dit, mais vous, est-ce que vous pouvez nous dire, dans ce qui s'est passé, ou dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, comment le travail en collectif, vous l'avez mené à l'intérieur de l'entreprise et peut-être même à l'extérieur de l'entreprise. Et on leur a laissé, il y avait quelques thèmes qu'on avait identifiés, on a vérifié avec eux que ces thèmes-là collaient, on avait des exemples, hein, mais après, c'est carte blanche totale pour dire ce qu'ils avaient à dire. Voilà, et ça c'était la première partie. Puis deuxième partie, parce que j'aime bien qu'on marche sur deux jambes, j'ai fait venir des gens de l'externe avec qui on avait collaboré et dans lequel on avait pu montrer que le fait de travailler en collaboratif, en collectif, avait créé de la valeur. Ce n'était pas forcément des entreprises ou des sujets sur lesquels on avait déversé des millions d'euros, hein. Mais par contre, le fait de travailler en écosystème avait créé de la valeur pour elles et puis au global pour nous. Et j'aurais simplement là aussi dire, je vous ai envoyé le manifeste de la mutuelle, vous le lisez et vous dites, vous racontez comment on a travaillé en collaboration et puis ce que ça inspire de votre point de vue, est-ce que ça vous paraît réel, pas réel, est-ce que ça correspond à ce que vous avez perçu d'harmonie mutuelle. Là aussi, carte blanche. Je peux te dire, voilà, on a donné à voir, alors moi j'ai fait une petite intro, on a donné à voir, mais je sais que le soir même, le avançon collectif, qui était jusqu'à présent un peu un slogan qui était pris de manière un petit peu ironique dès que quelque chose ne marchait pas bien dans l'équipe, il y a hashtag avançon collectif. Là, ce soir, à l'issue, les gens avaient pigé et ils portaient le sujet. Voilà. Donc c'était une manière de donner à voir. Je ne sais pas si voilà, c'est un exemple, mais je pense que oui, il y a un mélange de prise de parole, il y a un mélange pour aller chercher les collaborateurs sur comment ils voient les sujets. Oui, ouais, et puis même, tu veux, alors déjà, super exemple, hein, de ton côté, mais il y a aussi, on voit que beaucoup de nos managers sont dans des entreprises, comme toutes les entreprises qui sont en questionnement permanent et dont la stratégie change quand même assez régulièrement. Et par exemple, c'est quoi le rôle des managers opérationnels quand il y a des changements de stratégie importants et qu'il y a des décisions qui sont prises et que ton équipe n'est pas forcément d'accord ou il va avec des pieds de plomb, le job du manager, c'est donc de partager sa vision de cette prise de décision, qu'il soit d'accord ou pas, et puis après d'affirmer pourquoi la direction, ce qu'attend la direction du dit manager. Enfin, tu vois, c'est jusqu'où tu vas sur ces affirmations en animation d'équipe pour faire en sorte de pas non plus te retrouver avec une révolution au sein de tes équipes, quoi. Alors, là, encore une fois, hein, je pense qu'il faut regarder la situation, il faut identifier ce qui est clair, non négociable et sur lesquels de toute façon, ça servira à rien de se mettre en opposition parce que ça ne fera que complexifier les choses. Il faut identifier aussi voilà, quel discours est porté par la direction, parce que bon, les secrets dans l'entreprise, vaut mieux se dire tout de suite que ça n'existe pas, comme ça c'est plus simple. Voilà, et ne pas compter sur le fait que peut-être que la direction générale ait dit ça, mais notre équipe, je sais que si jamais ils l'entendent, ils vont être vent debout, mais on n'est peut-être pas à l'abri d'un coup de bol et ils ne le sauront pas, ça marche pas. Donc je pense que voilà, il vaut mieux, là encore, prendre les décisions, se les réapproprier, leur donner le sens qu'on est capable d'exprimer avec les mots à soi, parce que les équipes vous connaissent,
Donc, c'est pas la peine d'aller essayer d'emprunter des tournures d'esprit, de pensée, de parole qui vous conviennent pas. Ils vont vite le voir et ils vont vite voir que vous portez pas le sujet. Je pense que un élément important pour arriver à emmener les équipes, c'est vraiment essayer d'avoir une cohérence personnelle. Voilà. Je pense que les gens le ressentent, si c'est cohérent ou pas avec vous, et si vous êtes en train de dire des choses que vous pensez ou pas. Mm. Alors après, il y a probablement, là aussi, hein, si on veut être authentique, je pense que c'est un vrai levier que de l'être. Il y a des sujets sur lesquels on va peut-être être moins à l'aise. Alors si c'est des sujets qui ne sont pas essentiels, c'est pas très grave. Après, vous pouvez très bien, là aussi, hein, parce que enfin, je suis aussi membre d'un comité de direction générale, donc je vois bien comment les choses se passent. On peut prendre des décisions, pas penser à tous les détails, pas penser à toute la mise en œuvre opérationnelle. Et puis quand on vient nous dire, bah, tiens, finalement, on aurait pu faire comme ça plutôt que comme ça, on n'est pas forcément opposé à revoir les décisions dès lors que les objectifs ne sont pas remis en cause, hein, et que le principal n'est pas remis en cause. Donc là, je pense que là aussi, moi, j'ai souvent fonctionné en disant voilà ce qu'on attend de nous, voilà pourquoi il faut le faire. Maintenant, si on est actif et si on est dans le mouvement, si à un moment donné il faut adapter le cadre, on ira demander à l'adapter ce cadre-là. Ou si il nous faut tel ou tel élément auquel on n'a pas pensé, on le demandera. Mais je pense que les grandes décisions, ce qui doit être partagé, plus on le porte de manière personnelle et rapide, mieux ça vaut. Voilà, parce que il y a un moment donné, laisser croire aux gens qu'ils vont pouvoir décider, choisir et donner leur avis. Mm. Si ce n'est pas le cas, c'est contre-productif. Voilà. Mais il y a sûrement des interstices et des espaces de liberté. Il faut les identifier et faire en sorte de donner envie aux équipes de s'en emparer. Ok, top. Merci beaucoup, Lionel. On va rentrer dans la dernière phase de la masterclass où, comme je vous le disais, il y a pas mal d'entre vous qui, en prépa, nous ont envoyé des questions. Donc, on va en aborder quelques-unes. On ne pourra pas toutes les aborder parce qu'on a essayé d'en regrouper. Vous avez toujours le chat pour en poser d'autres. Donc, n'hésitez pas. Il y en avait une qui était sur, Lionel, ta vision sur comment tu gères des personnalités qui ne sont pas justement en phase avec la culture de l'équipe. Alors, équipe dont tu as peut-être hérité ou équipe que tu reprends. Bon, voilà, il y a différents contextes, comme tu nous l'as dit, les réponses ne sont pas binaires. Mais toi, comment tu réagirais? Et si tu as des exemples vécus de personnes compliquées que tu as dû gérer? Ah oui, alors ça, oui, ça peut être un peu différent. Tu peux avoir des personnes compliquées, mais qui ne sont pas forcément en opposition avec l'équipe. Euh, alors, des personnes qui sont en opposition avec les cultures d'entreprise, avec les cultures d'une équipe, en général, il y a toujours un moment où la personne s'exclut elle-même. Donc, après, ça dépend, hein. Tu peux avoir des gens qui ne sont pas en phase avec les cultures d'entreprise, mais qui te semblent intéressants parce qu'ils vont apporter des choses, donc des ingrédients supplémentaires qui va venir colorer la culture de l'équipe et qui semblera intéressante pour les mutations à opérer. Donc là, à gérer, c'est pas très simple. Il faut avoir un subtil mélange de faire en sorte de mettre en valeur cette personne-là, mais pas trop quand même, parce que en tout cas, nous, on est dans une entreprise dans laquelle il y a une certaine culture alors si ce n'est de l'égalité, au moins de l'équité, et mettre en avant les vedettes en général et se font rattraper par la patrouille, et c'est bon ni pour la vedette en question, ni pour le manager qui l'a mis en valeur. Donc là, il vaut mieux partir non pas de la personne, mais des réalisations, essayer de factualiser les choses et de montrer que peut-être qu'en faisant les choses un peu différemment, ça a donné des résultats. Donc ça, je crois beaucoup à ça. Et il vaut mieux le faire une fois que les réalisations sont faites et pas en amont, hein, parce qu'annoncer qu'un tel ou une telle va faire des étincelles, en général, ça se retourne. Il faut être très prudent par rapport à ça, hein. Donc il faut à la fois accueillir les nouveaux, les personnes différentes de manière favorable, mais faire attention à ne pas mettre une pression démesurée. Puis après, il y a les personnes compliquées. Là, pour les personnes compliquées, j'allais dire que c'est la même chose que pour les équipes. Il faut d'abord essayer de comprendre leur ressort, comprendre ce qu'elles peuvent apporter avant de faire. Hein, là, moi, j'ai en tête un exemple. Justement, donc, quand j'ai parlé de l'équipe là, de commerciaux qui ne voulaient pas vendre, ils avaient à leur tête quelqu'un qui était brillant, qui était un créatif
mais jamais. Enfin, par contre, il prenait une conscience professionnelle incroyable à jamais mettre une idée en pratique. Donc, donc lui, il était à son bureau, il inventait un tas de trucs, et son équipe continuait à dire qu'elle ne voulait pas vendre et compagnie. Enfin, voilà. Et donc, alors, je l'ai eu, il était manager, hein, donc je l'avais dans mon équipe de managers. Et mais j'avais fait en sorte de monter mes réunions pour qu'il y ait toujours une partie dans laquelle on faisait le diagnostic de la situation, et puis une partie dans laquelle on avait une séance de créativité sur les solutions à mettre en œuvre. Et alors là, il était, alors on le voyait jubilé, apporter des super idées. Par contre, derrière, on avait une troisième partie, que bon, voilà, c'était dire, OK, on prend une décision collective de, tiens, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Par contre, c'est comment on la met en œuvre. Et la fois d'après, on faisait le bilan d'un partie diagnostic de ce qu'on avait mis en œuvre, de ce que ça avait donné, etc. Et ben, petit à petit, cette personne-là, il nous a trouvé des idées super intéressantes que les autres n'auraient pas eues. Et puis surtout, on a pu les mettre en œuvre avec des résultats. Voilà, voilà un exemple. Donc les personnes les plus compliquées, c'est d'identifier leur... Bah oui, ce qu'ils peuvent apporter à un moment donné. Alors après, il y a des gens, ils vont être compliqués de chez compliqués. Il va y avoir des. Enfin, après, il y a des gens qui, je le dis aussi, moi je me suis trouvé dans la situation. Alors peut-être que je n'ai pas trouvé ce que ces personnes-là pouvaient apporter, mais il y a des moments, peut-être qu'elles pouvaient apporter, encore on pouvait le voir, mais leur état d'esprit était tellement complexe que ça ne pouvait pas le faire. Donc là aussi, il faut être en capacité de temps en temps à se dire stop et à se séparer de certaines personnes. Hein. Je crois qu'il faut aussi avoir l'honnêteté de le dire. La lucidité. Oui, la lucidité, ouais. C'était le mot que je cherchais, merci. Je pense qu'il faut être aussi lucide par rapport à ça. Mais souvent, même si c'est pas facile, c'est que la personne dont je parlais au début, là, au départ, c'était pas très simple, hein, mais je sais que ça a marché et je sais qu'il a beaucoup apprécié parce que malheureusement, là, il est parti à la retraite et il a eu un décès prématuré. Mais sa veuve a témoigné du fait qu'il avait beaucoup apprécié notre collaboration, alors qu'au départ, c'était quand même, franchement, pas simple, quoi. Mais plus compliqué. Voilà. Après, voilà, encore une fois, il faut qu'on reste modeste. Il y a des gens qui, par leur histoire, par leur psychologie, ont du mal à travailler en équipe, par exemple. Là, pas simple, hein. Alors, autre sujet qui n'a rien à voir, c'était sur comment est-ce que quand on est animateur d'équipe comme ça, il faut comment célébrer les choses et montrer qu'on est content et qu'on a des succès sans pour autant que le soufflet de l'équipe et la motivation retombent et leur faire comprendre qu'on repart dans un nouveau cycle. Donc là, tu me disais en préambule que toi, tu n'étais pas le plus grand, le meilleur manager pour célébrer les succès, mais en revanche, tu m'as parlé d'assiette chinoise. Alors, ça fait beaucoup d'éléments. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer tout ça à nos managers? Ouais, en fait, oui, ce que je dis, bon, j'ai pas une culture très festive, hein, voilà, c'est comme ça. Je me réalise pas trop là-dedans. T'as pas l'air pourtant. Hein? On t'imagine bien, voilà, faire des grands discours dans les. Ah non, mais faire des discours, c'est une chose, mais faire des fêtes, c'en est une autre. Enfin, c'est pas comme ça que je le vois. Non, par contre, ce qui est clair, non, je sais pas quel sens on entend, fêter, etc., c'était ce qui était évoqué. Non, par contre, non, je pense que ça, c'est super important. Il faut être capable de bien identifier les succès, de les mettre en valeur. Là, il y a différentes façons de le faire et chacun peut le faire à sa manière. Et ça, c'est super important parce que sinon, c'est de la lassitude, quoi. Quand il y a des efforts, on a souvent beaucoup d'efforts qui finalement amènent peu de résultats. Hein. Enfin, le normal, c'est plutôt ça. Il faut être clair. Et puis, de temps en temps, il y a des moments de grâce dans une entreprise où voilà, on a fait des efforts qui ont amené les résultats attendus ou au moins des résultats significatifs. Donc là, je pense qu'il faut vraiment, vraiment, ça donne de la confiance à l'équipe et ça donne de l'énergie. Il faut vraiment être capable de les souligner, de les mettre en valeur, de tirer les enseignements qu'il y a à tirer, même s'il faut être aussi capable, et c'est souvent plus facile de tirer les enseignements des défaites, hein, parce que quand tout va bien, on n'a pas trop tendance à trop décortiquer pour comprendre pourquoi ça a bien marché. On est déjà content que ça ait marché, c'est parfait. Après, oui, ce que je disais par rapport aux assiettes chinoises, ça peut être clé, mais pas toujours. C'est le fait que
imaginez que parce qu'on a monté une organisation, on a monté une équipe, on a mis des choses en place, qu'on a eu les premiers succès, que derrière ça roulera toujours, c'est la plus grosse erreur à faire. D'ailleurs, Ok. c'est souvent pour ça que le succès peut être dangereux. Hein. C'est-à-dire qu'on pense que c'est immuable et que les recettes qui ont fonctionné à un moment continueront à fonctionner. C'est pas vrai. D'abord parce que la nature humaine est ainsi faite que les gens changent, les équipes bougent, l'environnement bouge autour. Et puis, toute l'attention qu'on a pu mettre à un moment donné, si on ne l'a plus dans le futur, ou si on l'a moins, ou si voilà, on baisse la garde, et ben, ça peut partir rapidement. Donc c'est vrai que moi, quand j'étais manager commercial, j'avais l'impression qu'il fallait très régulièrement être aux côtés de chaque personne, chaque équipe, pour faire en sorte que les résultats obtenus, la dynamique créée, s'entretiennent. Donc c'est vrai que quand j'étais gamin, je regardais Chic à la télé, il y avait un numéro au cirque pour les plus vieux, hein, c'était les assiettes chinoises. Donc on voyait un artiste là qui régulièrement, les assiettes tournaient sur une pique et régulièrement il allait redonner de l'énergie pour que l'assiette continue à tourner. Moi, je crois vraiment à ça. Je crois que ça s'arrête jamais. Et c'est pas parce qu'on a eu un succès à un moment donné que si on ne redonne pas. Alors des fois il faut le faire différemment. Il ne s'agit pas de répéter, mais il s'agit d'avoir l'attention et d'avoir toujours cette concentration sur les choses pour faire en sorte que ça ne s'étiole pas. Voilà. Donc, à bien intégrer dans le logiciel et qu'il faut en permanence animer, Ouais, mettre en mouvement. ouais, puis j'allais dire que, alors ça peut paraître besogneux l'affaire, hein. On peut se dire, ouais, je suis pas le manager de l'année parce que je suis pas capable de mettre une organisation qui va marcher pendant 5 ans. Et moi, je crois profondément que ça fait partie de ce rôle-là. C'est un rôle d'implémentation, de soutien, d'attention au quotidien, le rôle de manager. Enfin, euh, je ne crois pas au grand système qui fonctionne tout seul. Ok. Et en cette fin d'année, là, tu as des choses à partager avec nous de par ton expérience, un peu le b.a.-ba. Enfin, tu vois, là, c'est vrai qu'on se dit, bon, est-ce qu'il faut faire un déjeuner de Noël, une galette des rois toi, tu as un avis sur ça, quoi? C'est un peu des incontournables, tu penses, pour des managers opérationnels? Non, mais c'est des questions toutes bêtes, mais je te suis sûr qu'on Ouais. se les pose tous, quoi. Est-ce qu'il faut le faire ou pas, toi, tu penses? Ah ben, en tout cas, nous, on laisse la possibilité. Et je crois qu'il faut surtout faire quelque chose qui soit en accord avec soi-même, qui soit vécu comme sincère et en accord avec les us et coutumes de l'équipe. Encore une Ok. fois, on va pas, si tu ne vas pas faire plaisir, faites ce qui vous semble. Ce qui est important, c'est de faire plaisir de temps en temps. Voilà. De montrer que vous avez de la gratitude vis-à-vis de vos équipes et que vous faites quelque chose qui va leur faire plaisir. Donc, tu vois, moi, par exemple, moi, dans mon équipe, ils ont la possibilité d'avoir un budget, alors qui n'est pas délirant, mais un budget, et qui leur permette de faire plaisir à l'équipe. Voilà. Et après, moi, c'est au manager, il fait ce qu'il veut avec son budget. Je ne suis pas là pour décider à la place, et voilà. Mais ça peut être différentes formes. Mais je pense que c'est bien de temps en temps montrer qu'on a de la gratitude, qu'on n'est pas toujours le manager, comment dire, releveur de compteur, qui Hmm. donc, qu'a ses résultats et comment les résultats vont pouvoir, enfin, vont pouvoir promouvoir sa carrière, profiter de sa carrière. Ça, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen pour que ça ne bouge pas. Donc, essayer de leur faire Hmm. plaisir, ça me semble essentiel. Il y a un truc que je voudrais dire, on est en fin d'année. Je pense qu'il faut aussi que, et ça concerne les managers. J'ai créé une association sur le sujet pour les dirigeants d'entreprise, mais je suis persuadé que ça concerne les managers. On pense beaucoup à la qualité de vie des collaborateurs. Et en plus, bon, tout un tas c'est normal, hein, de lois sur le sujet, de règlements, le temps de travail, etc. Et moi, je me rends compte que souvent, les managers, c'est un peu les oubliés de l'histoire. Donc, je pense que pour être capable de faire tout ce Je que te je raconte, confirme. ça prend beaucoup de temps. C'est un travail de l'ombre, c'est un travail un peu de besogneux, voilà, je vais dire ça comme ça, et on peut s'oublier dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on peut cumuler les heures, on peut, au bout d'un moment, trop travailler, et je pense que quand on travaille trop, on n'est pas forcément super efficace. Donc, si mon épouse m'entendait, enfin, je vois, m'entendait une fois le dire, ça l'a un peu agacé. Je dis pas forcément que je fais bien, mais j'ai une conviction, c'est qu'il faut aussi être capable, par moment, puisqu'on est en fin d'année, de prendre leur repos, de dire, eh ben ça, peut-être qu'il faudrait que je le fasse, ben, tant pis, hein, il y a une fonction support qui me demande
tel machin dans les délais et compagnie, et ben de temps en temps, je suis capable de dire non. Voilà. Alors là aussi, il faut le faire avec un peu de discernement, en se disant, oui, bon, ça c'est vachement important pour un tel, mais enfin, globalement, moi, ce que je perçois, c'est que c'est peut-être pas l'urgence, c'est les délais qui sont fixés eux, mais ça ne me paraît pas être l'urgence. Eh ben, je priorise et je suis capable de temps en temps de dire, ben non, moi je ne peux pas, parce que voilà, parmi les priorités, je suis aussi capable de fixer mes priorités, et de temps en temps, il y a des choses, eh ben, ça passe en second plan, et je ne vais pas faire l'heure de plus qu'il faudrait que je fasse pour répondre à tout. C'est pas possible. Pas possible. Ok. Vous voyez, on avait fait je vais juste finir là-dessus, on avait fait un petit Vas-y. sondage auprès de dirigeants d'entreprise, dirigeants de petites boîtes, hein, enfin de 4 à 100 salariés, je crois, sur la région. Et on avait fait deux choses, on les avait interrogés sur la performance économique et sur la santé économique de leur entreprise, et d'autre part, sur leurs habitudes de vie, le temps de travail, le sport, le temps de sommeil, etc. Et je ne dis pas que c'était un lien de causalité. En tout cas, il y avait quand même une corrélation entre ceux dont les entreprises allaient bien et ceux qui travaillaient mais qui ne dépassaient pas un certain nombre d'heures par semaine, ceux qui arrivaient à dormir correctement, qui faisaient du sport, etc. Donc on est allé plus loin avec les universités de Nantes et avec des entretiens qualitatifs, etc. Mais voilà, enfin, je pense qu'il y a un vrai sujet aussi de faire attention à soi. Donc pour bien animer, il faut déjà s'écouter soi-même. J'ai pas mal de questions en message privé, donc je suis désolé, je m'excuse par avance, je pourrais pas toutes les prendre. Il y en a une qui me paraissait particulièrement importante, c'est comment je dois animer mon équipe dans une période de crise. Alors là, je te prends un peu à froid. Non, mais après, ouais, ça ne pas ce qu'on entend par période de crise. En tout cas, il faut de la proximité, ça c'est sûr. Enfin, moi, voilà, là, De la proximité. Ouais, tu vois, enfin, je pense aux crises. J'ai eu à animer un plan de sauvegarde d'entreprise, donc sauvegarde de l'emploi. Donc, quand on dit sauvegarde de l'emploi, en fait, ça veut dire qu'on va licencier, hein, en français. J'ai eu aussi des suicides. Là, je me rappelle, il y a un peu plus d'un an, une collaboratrice, il y a eu un suicide dans une équipe, et il y avait eu un décès. Alors, ce n'était pas un suicide, mais un décès subi un an avant dans la même équipe. Donc là, on était un peu aussi en période de crise. Donc à chaque fois, là, il faut faire de la place dans l'agenda, vraiment, une priorité, et aller au contact des équipes. Voilà. Il faut que, quand il y a une période de crise, il y a de la peur, il y a de l'anxiété, il y a un peu un moment où tout le monde est un peu tétanisé par ce qui arrive quelquefois. Il y a peut-être une période de deuil pour accepter les choses. Hein. Là, je parle de suicide, c'est du deuil au sens propre, mais une période de crise, il y a souvent des événements qu'il faut accepter déjà. Et accepter que le monde ou que les choses ont changé. C'est ce que j'appelle la période de deuil. Et là, je crois vraiment que plus on est en proximité, plus on est en capacité d'entendre ce que les gens ont à vous dire, petit à petit, par petites touches, mais au moment où il le faut, parce qu'il n'y a pas trop tôt, être en capacité aussi de redonner du sens aux événements, et de réentrouvrir les capacités à agir. Alors après, il y a aussi des moments où la crise, elle demande à ce qu'on intervienne tout de suite. Donc je pense que c'est là, quand les équipes n'ont pas forcément complètement accepté les situations, où c'est là où il faut être capable de donner l'impulsion et d'être très prêt, voire même d'agir soi-même. Voilà. Ok, donc vraiment laisser du temps dans l'agenda et aller au contact des équipes. Alors là, on est sur une crise humaine. C'est vrai que Tu parles de crise économique. je connais pas le contexte. Non, ou une crise peut-être plus opérationnelle, ou une crise en interne qui est peut-être moins profonde et humaine. Ouais, c'est pareil pour toi. Non, mais pour moi, une crise peut avoir des conséquences sur le plan humain. Enfin, s'il y a une situation dure, moi je me rappelle, hein, l'année dernière, en début d'année, on avait un problème de volume d'appels lié à des dysfonctionnements. C'est un problème technique au départ, hein, voire même le problème de robots et compagnie. Sauf qu'après, ça se retrouve sur des collaborateurs qui sont submergés, qui vivent mal les contacts qu'ils ont avec les clients et compagnie. Donc là, le seul moyen de traiter, c'est d'y aller, d'écouter ce qu'ils ont à dire, de partir aussi sur ces réalités de terrain pour bouger un peu les fonctions de support un peu éloignées quand on a l'impression que tout va bien. Donc il faut aussi faire ça. Et puis, tu es en capacité aussi d'avoir un langage de vérité. Moi, je leur ai dit, écoutez, vos problèmes, c'est un exemple, hein, vos problèmes, moi, techniquement, je ne peux pas les régler tout de suite. Donc, de toute façon, le volume d'appel tel qu'il est, moi, je n'ai pas la baguette magique. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je comprends que sur vous, ça crée des problèmes de stress et compagnie. Donc, de manière très temporaire, et on est d'accord
que c'est simplement pour nous donner le temps de résoudre le problème, mais de manière très temporaire, on a fait venir, par exemple, des sociologues dans l'entreprise pour leur permettre, ne serait-ce que le soir, avant de partir chez eux, de décompresser et de se débarrasser de tout le stress accumulé. Alors, tu vois, c'est pas très glorieux, hein, mais ça a marché. Et puis, ça empêche que, derrière, bah, les problèmes techniques qui faisaient qu'à un moment donné, il y avait trop d'activités, eh ben, on a bougé pour les traiter. Voilà. Mais Ok. ça demande de la Justement, proximité. ouais, de la proximité, puis de se dire qu'on peut mettre en place temporairement des choses. Et ça revient à, c'est peut-être la dernière question que je vais prendre, c'était autour de comment est-ce que je dois gérer mon équipe au moment d'un pic d'activité. Donc là, c'est vrai que c'est la fin d'année, là tout le monde veut tout clore. Pour ceux qui sont sur du e-commerce ou de la vente classique, c'est un gros pic d'activité. Toi, comment t'animes? C'est quoi tes conseils? En sachant que là, à la différence d'une crise, c'est que ça peut être anticipé. Quels sont tes conseils pour ça? Bah oui, alors c'est ce que j'allais dire. Pour que ça se passe bien, mieux vaut anticiper. Donc après, quand on peut le prévoir et quand on a les moyens, c'est vrai que moi, quand je peux le faire, on essaye d'anticiper les volumes d'activité, de voir les ressources qu'il nous faut, de gérer. Alors on a un certain nombre de volumes, là aussi, soit de CDD, soit de faire appel au travail temporaire, soit à l'externe, et de gérer pour que son budget, pour qu'on ait vraiment les ressources formées, en capacité à faire, enfin, et bien utiliser ce qu'on peut transférer à l'externe ou pas. Enfin, voilà, il y a tout un travail. Et je pense que ça, enfin, moi je sais que ouais, en général au mois d'avril, parce que notre pic d'activité c'est plutôt le début de l'année, enfin la fin de l'année et le début de l'année, au mois d'avril le plan il est prêt. Bon, voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième, ben oui, c'est quand de toute façon l'activité elle est là et que bien qu'on ait prévu ou on n'a pas eu les moyens aussi, hein. Des fois on peut prévoir, si on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Il faut aussi faire ça, faire avec. Moi, je pense que j'aurais tendance à dire qu'il faut aussi être en capacité de reconnaître l'impact que ça peut avoir sur les collaborateurs. Donc, si on peut avoir, tout à l'heure je parlais de sophrologue, hein, qui à un moment donné, des gens viennent aider à gérer la partie stress, je crois qu'il faut le faire. Et puis, il faut être aussi en capacité, je pense, dans ces moments-là, d'avoir un peu de souplesse vis-à-vis des collaborateurs. Donc, ok, il y a de Ok, l'activité, voilà, mais je pense qu'il il y a un peu du donnant-donnant à instituer. top. Ok, top. Merci beaucoup, Lionel. C'était la dernière question, en fait, l'avant-dernière, plus exactement, puisqu'on a un petit rituel dans les masterclass Up Together. Tu vas avoir 2 petites minutes parce qu'on va proposer des sondages à nos managers et je vous propose d'y répondre pendant que je pose la dernière question à Lionel. C'est si tu devais donner un seul conseil à nos managers autour de l'animation de leur équipe, quel serait-il? Voilà, s'il y avait vraiment une chose importante. Je te laisse réfléchir 1 minute. Il y a Ouais. Perle qui est en train d'envoyer les questionnaires. Je vous remercie d'y répondre, s'il vous plaît. Enfin, moi, Alors, encore une fois, pas de langue de bois, hein. Le but, c'est que vous nous fassiez vos retours. N'hésitez pas après à mettre en message privé dans le chat ce qui vous a vraiment plu ou ce que vous auriez aimé voir différemment. Donc, le premier, c'était votre avis sur la masterclass. Et après, il y a le savoir si vous le recommanderiez. sur le conseil, tu veux que tu répondes Voilà, ou pas? donc, j'espère que tu vas mettre 10. Et après, le second, c'est savoir si vous recommanderiez à votre collègue de participer à une masterclass Up Together, sachant que 10 c'est très probable et 1 c'est très peu probable. Voilà. Lionel, je te Ouais. laisse conclure. C'est quoi le conseil que Bah, le conseil, c'est d'abord bien être persuadé que ne pas chercher à être parfait. La perfection n'existe pas et je pense que c'est en ayant soif d'absolu qu'on finit par faire des bêtises. Donc il faut s'accepter, un peu s'aimer quand même, se dire bah, voilà, qu'on n'est peut-être pas parfait, mais qu'on a des qualités, qu'on peut se faire confiance et que si à un moment donné on ne prend pas une bonne décision, on ne va pas dans la bonne direction, si on est attentif, qu'on a l'humilité de reconnaître qu'à un moment donné on n'a pas fait ce qu'il fallait, eh ben, je pense qu'on est capable de corriger
corriger le tir ou de faire différemment. Je pense qu'il faut aussi s'accorder le droit à l'erreur. Voilà. Pas viser la perfection. Ok, super conclusion. Bah, merci beaucoup Lionel pour ton intervention dans cette période chargée. Je vous propose dans le chat de mettre en privé un petit commentaire si vous le souhaitez, ou d'ailleurs en public. Et si vous avez d'autres questions à demander à Lionel, vous n'hésitez pas à me faire un mail et je pourrais peut-être lui transmettre. Salut Lionel, très belle fête de fin d'année et bonne fin d'année à tous. À très bientôt.